Je suis également consultante en motivation, préparatrice mentale et conseillère en parentalité. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fait j'ai écrit les 2 livres que je vais vous présenter dans un petit moment. J'ai voulu parler de l'éducation et spécialement en fait dans mon île qui est la Martinique, parce que nous avons une histoire assez particulière, assez spéciale. Nous avons un héritage colonial en fait qui fait que nous avons transmis certaines comment je peux dire ça, des choses en fait qui altèrent la confiance que peuvent avoir les enfants chez nous. On les limite. Donc on donne une éducation limitante et donc forcément on crée des enfants qui ont une personnalité limitante ou en tout cas des objectifs limitants. Donc par rapport à cette histoire en fait, comme vous participez, c'est une table ronde, n'est-ce pas? C'est bien ça? Alors, je vais vous demander d'abord comment vous définissez la colonisation. Avant de parler de décolonisation, il faut commencer par définir ce qu'est la colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est complexe? Je dirais que c'est une appropriation d'un territoire par un envahisseur pour des raisons essentiellement économiques, d'exploitation d'un territoire. Donc je retiens exploitation. Tu as parlé d'économie, c'est ça? C'est souvent pour des raisons économiques. En fait. Pour des raisons économiques. Les territoires ont été remplis en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il une autre définition, d'autres choses à ajouter? Pour moi, il y a l'aspect péjoratif d'écraser un peu une identité, une culture existante. C'est ça. C'est tout? C'est bon? Exploitation? Oui? Oui, madame? Oui. Donc la colonisation, en tout cas par rapport à ce que nous vivons sur notre île, sur nos îles en général, parce que j'ai vécu aussi en Guadeloupe très longtemps, j'ai défini la colonisation comme vouloir une emprise sur l'espace, l'esprit, l'âme et le corps de l'autre. À ce moment-là, la colonisation représente beaucoup de choses. Ça ne se limite pas seulement au côté économique. On peut le mettre en politique, on peut le mettre dans le couple, on peut le mettre dans les relations humaines en général. La colonisation, c'est imposer à l'autre sa façon de faire et avoir une emprise sur son corps, sur son âme, etc., comme je vous l'ai expliqué il y a un petit moment. Et donc, à partir de ça, définir la colonisation, on va amener, quand on voit les conséquences sur l'éducation des enfants aux Antilles, j'ai voulu parler de décolonisation et comment amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes, à grandir en étant eux-mêmes, pas à s'imposer, ce n'est pas le terme, mais à accepter qu'ils sont. Voilà, dans toute leur grandeur et dans tout ce qu'ils ont envie de faire. Et donc j'ai pris point par point. Alors je vais resituer un petit peu pourquoi j'ai eu ce déclic de la décolonisation. Nous sommes sur les derniers chiffres de l'INSEE à 50% de familles monoparentales en Martinique et en Guadeloupe. 50% de familles monoparentales. C'est un chiffre énorme. Et en fait, ce sont les conséquences directes de tout notre héritage colonial. Parce qu'en fait, nous sommes dans le déchirement. Nous sommes un peuple né dans la souffrance, né dans la douleur. Donc forcément, nous gardons encore, parce que nous n'avons pas conscientisé, nous n'avons pas fait le deuil, il y a encore des choses à faire. Et cette étape n'est pas encore franchie, forcément, ça laisse des séquelles, ça laisse des traces.
Et donc, je fais partie de ces statistiques, puisque ça fait 6 ans, vous voyez mes enfants qui sont avec moi, que j'en ai avec moi, que je vis avec mes enfants, que je fais partie de ces familles monoparentales. Et donc, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, oui, je fais partie de ces statistiques, mais comment puis-je amener quelque chose pour que ça n'arrive plus et pour qu'on mette les chiffres dans le sens inverse. Et donc, pour moi, ça commence dès l'enfance. Plus on va écouter l'enfant, plus on va permettre à l'enfant de grandir en étant un adulte confiant. Pour moi, c'est logique, n'est-ce pas, Théodora? C'est logique, c'est simple, commencer dès l'enfance, dès petit, à responsabiliser l'enfant, à déléguer, à permettre de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, aux Antilles qui a été très compliqué parce que l'enfant n'a jamais eu sa place depuis l'esclavage. L'enfant est en général une gêne. Et donc, nous vivons plusieurs situations encore aujourd'hui où l'enfant est intéressant quand il est bébé et quand il grandit, il n'est plus intéressant. Donc, il y a une étape, il y a une partie de la vie de l'enfant qui est entre guillemets, entre parenthèses. Ou par exemple, le succès se limite à ramener des bonnes notes à la maison. Un enfant peut très bien réussir en faisant autre chose. Je le dis souvent à mes enfants d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous avez des bonnes notes à la maison, enfin à l'école, pardon, que vous allez réussir dans la vie. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est pouvoir se lever et pouvoir faire ce qu'on aime. Et le faire pleinement et s'investir dedans. Est-ce que la réussite se limite à des 10? Point d'interrogation. Donc voilà, donc j'ai voulu, juste une petite parenthèse, la décolonisation ne se fait pas que dans un seul sens, pour moi. C'est-à-dire de notre peuple vers on va dire, l'ouverture, vers la conscientisation, la grandeur, l'élévation. Ça se fait aussi de l'autre sens, c'est-à-dire ceux qui ont colonisé. À un moment donné, il faut, je pense, que chacun fasse le pas, en fait, pour arriver à quelque chose de bénéfique pour tout le monde. Donc là, je parlais de nos rapports entre les îles et l'Hexagone. Mais voilà, ça s'élargit en tout cas au niveau de la famille également. Donc, voilà. Alors pour la petite histoire, donc c'est petite histoire d'éducation, décoloniser la transmission, où j'écris des histoires vécues avec mes enfants et où j'ai compris que il y avait des leçons à en tirer à chaque fois. Je vais commencer par la plus importante, celle qui a changé ma vie, je crois. C'est pas je crois, c'est certain. Lors de la séparation avec le père des enfants, mon fils a développé une maladie qu'on a appris un petit peu plus tard, qui est le vitiligo. Vous savez ce que c'est que le vitiligo? C'est la décoloration de la peau. Nous avons suivi des traitements dermatologiques il était tout petit, donc qui aggravait, pas qui aggravait la situation, mais il ne supportait pas le traitement. Donc on avait prévu de l'envoyer à Cuba pour le traitement du vitiligo. Il y avait plusieurs solutions. Et en fait, c'est un ami qui m'a conseillé d'aller voir un psychologue. J'ai appelé cet homme. Il m'a dit, je ne vais pas voir votre fils. Je ne vois pas les enfants à cet âge. Par contre, je vais vous voir. Et j'y suis allée. Et cet homme m'a expliqué ce qu'est le vitiligo. Et il m'a expliqué, vous allez lui dire régulièrement ces mots. Donc il m'a donné une phrase à répéter. Et j'ai appliqué cette phrase tous les jours comme une pommade. Et sa maladie a disparu.
Depuis, j'ai compris l'importance des mots. Et c'est par là que j'ai commencé. Les mots, de la même façon, de la même manière qu'ils peuvent tuer, qu'ils peuvent blesser, qu'ils peuvent irriter, qu'ils peuvent rabaisser quelqu'un, ils peuvent aussi guérir la personne. Et donc ça veut dire que plus nous sommes dans cet état d'esprit de vouloir élever l'autre, et particulièrement chez les enfants, plus ils auront confiance en eux. Et plus ils iront vers la guérison et l'élévation. Et en tout cas, c'est par là que je commence, par les mots en fait. L'importance des mots de tous les jours, que ce soit avec les enfants ou dans nos relations en général. Les mots peuvent être très durs, ils peuvent toucher et rester ancrés dans le corps. Et finalement, quand ils restent ancrés dans le corps, ça résonne, des fois plusieurs années après, et on se retrouve avec des blessures qu'on n'arrive pas, en tout cas, ou difficilement à guérir ou à accepter. Plus on commence tôt, et mieux c'est. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces choses? Oui, je parle aussi par exemple de la perfection, qui est quelque chose de particulier chez nous aussi parce que dans l'éducation, nous avons transmis à nos enfants qu'il faut toujours bien faire. Parce que, pour moi, nous sommes encore dans le rapport du maître à l'esclave. Il faut bien faire les choses. Donc si tu ne fais pas bien, tu n'es pas un bon enfant. Ce n'est pas beau. La perfection n'existe pas. Et donc je l'explique dans le livre que plus on va permettre à l'enfant de commencer tôt, plus son geste va être assuré et plus il va être expert. Et en général, on dit à l'enfant laisse, je vais faire. Puis il arrive à un certain âge, à l'adolescence, où il ne sait pas faire. Plus on va commencer tôt, et mieux ce sera. Et puis je parle aussi de la dépendance affective, avec des termes que l'on emploie, où voilà, toujours avec cet héritage qui, selon moi, n'amène pas à former des leaders. Et en tout cas, c'est ce que j'aspire à ça pour mon île, pour les Antilles, qu'il y ait plus de leaders. Pour avoir plus de leaders, il faut avoir plus de personnes confiantes et qui surtout déterminées, qui ne lâchent pas. Et donc voilà. Alors, ce livre n'est pas seul. J'ai pris exactement les mêmes thèmes que je développe dans ce livre. Et j'ai écrit ce petit livre pour les enfants. Avec, en lien avec les thèmes que je développe pour les adultes, mais pour les enfants, pour qu'ils puissent lire les phrases qui vont leur donner confiance tous les jours. Ce sont des phrases à lire et répéter tous les jours en fonction des thématiques que je développe dans le livre. Et donc voilà, c'est illustré, donc vous allez voir mes enfants dans le livre. Voilà. Je vous le fais passer si vous voulez. Tu peux citer quelques phrases peut-être, justement? Alors de ça, du petit livre. Alors. Tiens. Oui, allez. Tu veux changer de phrase? C'est bon, c'est bon. La guérison. Si j'ai un doute, je pose une question. Si je ne suis pas d'accord, je le dis. Si j'ai besoin d'aide, je demande. Oui, parle fort. Éducation. Je peux exprimer qui je suis. Je peux rire, bouder, jouer à la poupée, au camion, au copier.
à la sage-femme, je suis un ou une enfant qui aime la vie. L'année dernière, la joie. Je suis rempli de joie, d'amour, de bonheur et de paix. Je regarde chaque jour comme une possibilité de faire encore plus de choses qu'hier. Aujourd'hui est un beau jour. Je peux rêver et construire pour demain. Maintenant est plus important. Je vous le fais passer? Oui. Est-ce que vous... Oui, vas-y. Vas-y. Voilà. Soit vous avez des questions à Muriel, soit éventuellement ça résonne par rapport à vos propres expériences. Et somme toute, c'est un problème universel, relationnel. Il n'est pas réglé. Et ce pourquoi il n'est pas réglé d'ailleurs, il faudrait changer peut-être quelque chose de très profond dans le logiciel humain. Mais il faut mener ce combat. Alors d'abord, est-ce que vous connaissez la culture antillaise? Moi, j'ai vécu en Guyane. Ah, D'accord. Pour la Martinique, c'est pour les vacances Par contre, on a défini la colonisation, la décolonisation. On a parlé d'une des conséquences directes familiales, comme des couilles et des problèmes de confiance et d'exigence envers les enfants, qui pour moi est un thème qui nous concerne aussi en métropole. Par contre, j'ai moins bien compris, pardonnez mon culture, en quoi c'est une conséquence de la décolonisation. Je n'ai pas compris. En fait, 50% de familles monoparentales. C'est une conséquence de la colonisation. Oui, enfin de la colonisation. Alors en fait, au moment de l'esclavage, les hommes et les femmes étaient séparés. En tout cas, comment expliquer ça? C'est pas qu'ils étaient séparés, mais ça a créé en fait une scission dans le rapport homme-femme. Parce qu'il y avait des hommes, par exemple, qui étaient là pour uniquement procréer. Et donc, l'homme n'a pas eu sa place au sein du foyer déjà à l'époque. Et donc, c'est des années après qu'on voit les conséquences encore plus dramatiques, en fait, de ce qui s'est passé à l'époque. Donc, la femme au centre du foyer, donc ce qu'on appelle une potomitan, c'est un terme créole, donc littéralement la poutre du milieu. C'est comme ça qu'on représente la femme aux Antilles. Et la potomitan, en fait, c'est celle qui supporte toutes les charges du foyer. C'est-à-dire qu'on est passé, alors c'est un petit peu changé parce nous sommes passés du stade où les femmes étaient, je ne sais pas si c'était en apparence, assez fières de porter ce terme, à une époque où on n'a plus envie de porter ce terme. Parce qu'en fait, nous sommes seuls à porter le foyer, finalement, et on n'a plus envie, parce qu'on a une autre époque, et qu'on a envie que tout soit partagé. Donc, maintenant, on parle de charge mentale, beaucoup, depuis quelques années, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez nous, depuis trop longtemps. Et donc, on a envie de passer à autre chose, justement. J'ai répondu à la question, c'était clair? Est-ce qu'il y a justement des discussions hommes-femmes pour quand même ces hommes? Alors, ça commence parce qu'en fait, on est de plus en plus nombreux à créer des initiatives en fait pour déjà, alors d'un côté, par exemple, moi je travaille beaucoup avec les femmes, je travaille énormément avec les femmes, mais par exemple des cercles d'hommes sont en train de se créer. Je sais en Martinique. On est en train de voir justement qu'on a besoin en fait. On est arrivé à un carrefour où il y a une mise à jour à faire. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, en tout cas. Que ce soit dans l'éducation, quand je parle d'éducation, je parle de l'éducation à la maison, l'éducation scolaire également. Il y a quelque chose en fait qui ne nous ressemble plus. On a envie d'évolution et de quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que des choses sont en train de se créer, d'émerger en fait. J'ai répondu à la question? Oui, oui. Oui, ces discussions. Oui, oui, oui. Alors, nous, la question qui m'intéresse, quelle est la relation avec notre pays, d'où vous avez été testé, des conflits parce que c'est l'Afrique. Alors,
Quel rapport j'ai avec l'Afrique? Alors, j'en parlais avec une sociologue il n'y a pas longtemps, en fait, qui nous parlait, qui s'appelle Juliette Smeralda, qui est martiniquaise, et qui nous disait quelque chose qui est assez juste, en fait. Culturellement, nous sommes très proches de l'Afrique, en Martinique, mais c'est vrai que biologiquement, nous sommes issus de plusieurs points du monde. Donc, par exemple, je suis afro-descendante et indo-descendante. Du côté de mon père, ils viennent de l'Afrique, du côté de ma mère, ils viennent de l'Inde. Il y a plein de personnes, il y a énormément de personnes comme ça, je vais dire en Martinique, dans la Caraïbe en général. Et donc notre rapport, c'est quoi? C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se transmet dans les gènes. Il y a quelque chose qui n'est pas visible, perceptible, mais qui se transmet et qui est là. Je sais que je suis très proche de l'Afrique. Je le sais par rapport à ma façon de consommer, de réfléchir des fois, ou même spirituellement. Il y a quelque chose de cet ordre qui n'est pas palpable, mais qu'on sait qui est présent. Donc ça se définit de différentes façons nous sommes tous différents. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je pense être aussi proche, en tout cas, de l'Afrique que de l'Inde, parce que l'Inde m'appelle aussi. Et c'est des choses qui ne sont pas conscientisées tout de suite, je veux dire petit. C'est vraiment au fur et à mesure de la quête de moi-même, en fait. Quand j'ai cherché à savoir qui je suis, j'ai compris, mais en fait, il y a des choses qui viennent de là-bas, et il y a des choses qui viennent de là-bas. Et c'est en les assemblant, en fait, que j'ai réussi à accepter totalement qui je suis. Voilà. Je pense que c'est important L'arbre généalogique aussi m'a aidé dans ce cheminement. Je suis remontée jusqu'en 1796. Je crois que c'est du côté de mon père. Et c'était assez troublant, c'était en même temps fascinant, en même temps émouvant de comprendre d'où vient notre famille, d'où vient notre lignée, comment ils ont pu arriver comment ils sont arrivés en Martinique. Il y en a qui sont arrivés directement en 1800 de l'Afrique, et puis il y en a qu'on ne connaît pas leur nom. Ils sont inconnus en fait. Et c'est ça la différence, je trouve, par exemple, je pense, vous et moi de toute façon. Vous pouvez remonter très très loin dans votre généalogie. Nous, à un certain moment, on s'arrête parce qu'on n'a plus d'informations. Parce qu'à un moment donné, on a donné d'autres noms à nos aïeux. Ce qui fait que notre histoire commence à un certain moment, entre guillemets. Voilà, donc on l'accepte, on vit avec, mais c'est important de le faire. Et d'autres questions? De toute façon, c'est une question qui est très sensible dans certains territoires, mais qui est véritablement universelle. Bien sûr que ça a pu prendre des formes plus faciles à définir ici ou là. Mais quand on regarde, moi je suis d'origine russe par exemple, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui et cette revendication d'indépendance de ce qui était les républiques soviétiques, à un moment de l'histoire, il y a tout d'un coup des associations, des territoires qui se créent artificiellement et faussement parce que, toujours la même logique, intérêt économique, toujours qu'on exploiter un sol, exploiter un minerai et exploiter un peuple, souvent ça va ensemble. Alors, est-ce que tout ce qui se passe de terrible dans ce qu'on appelait au XVIIe siècle le commerce humain, d'ailleurs, il y a les relations entre les êtres, est-ce que tout ce qui est de l'ordre de la prise de pouvoir d'un être sur un autre est toujours lié à des raisons économiques? Quel profit on tire de nous? C'est ça.
c'est peut-être là que commence la véritable question. Jusqu'à être intéressé par quelqu'un. À toi, tu m'intéresses. Alors, la plupart du temps, c'est noble. Mais cet intérêt, c'est le même mot, être intéressé pour un objectif. L'enfant qui joue la comédie pour avoir un bon rôle, il est intéressé à un moment donné par le fait d'entourlouper ou de mentir ou de jeter de la poudre aux yeux à l'adulte pour obtenir. Et tout d'un coup, le rapport de force s'inverse. Dès qu'il y a un intérêt, je pense, quelque part, tout d'un coup, il y a cet horrible phénomène qui se met en marche qu'on appelle l'exploitation. L'exploitation de la créativité, de la relation plus abstraite, et puis concrètement, la mise à mort d'un corps collectif ou d'une culture à un certain moment. Mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant quand on sort de là, comme ça s'est passé depuis un siècle, une prise de conscience qui se fait sur un territoire comme la Martinique avec des figures emblématiques et politiquement reliées à un contexte mondial, comme celle d'Aimé Césaire, tout à fait. Très souvent, qui tout d'un coup font bouger les lignes. Donc ça, c'est toujours fascinant de se dire qu'à un moment, il y a des gens comme Muriel qui se disent, tiens, dans la vie privée, encore aujourd'hui, comment ça résonne, quelles conséquences néfastes tout ça a eu, c'est absolument génial. Mais pendant ce temps-là, ailleurs, sur un autre territoire, on est dans la phase descendante. C'est ça. On est en train de voir le pied s'enfoncer sur la tête d'un peuple. Il y en a partout. Enfin, toute proportion gardée, parce que c'est quand même, chaque situation est différente. Ce qui s'est passé en Syrie est quand même une tragédie. On ne peut pas appeler ça du colonialisme, quoique. L'intérêt de passer tout d'un coup par l'oppression et la destruction d'un pays et d'un peuple et d'une culture et d'une civilisation aussi importante, pour aller où? Pour traverser quel territoire et pour faire que les cultures ne se dressent pas pour faire barrière à l'homogénéisation d'une partie de la planète. Tout ça, on n'en sort pas. Alors c'est toujours formidable quand on voit une partie du monde commencer à redresser la tête. On tourne, on se tourne de l'autre côté et l'autre partie s'enfonce. Donc c'est vraiment, à mon avis, extrêmement revigorant d'entendre des paroles comme celle de Muriel, mais ça devrait, je crois, nous inciter à aller regarder sur d'autres territoires où on est en train de... Et si j'ai choisi cette thématique pour qu'on réfléchisse autour de spectacles de danse ou de films de danse là pendant ces 3 semaines qui viennent, c'est parce que ce qui nous arrive avec ces masques que nous portons, cette espèce d'aliénation dans le sens du bâillon, c'est incroyable quand même, on se parle et on est bâillonné. Alors évidemment c'est à cause de ce virus. D'où vient-il? À qui profite-t-il? Qui va se trouver exploité? Qui va se trouver réduit? Qui va se trouver enrichi? Ça, c'est un débat qu'on devrait avoir, effectivement. Donc, j'ai choisi ce thème, sachant qu'il y a l'entrée coloniale, évidemment, qui est là, qui est peut-être la première entrée la plus importante, mais aussi, une fois de plus, je parle de différentes régions, mais je dirais même le corps, la région de notre corps, jusqu'à quel point elle est alienne et jusqu'à quel point elle est nôtre. Je regarde ma main. Est-ce ma main? Est-ce que ma main m'est étrangère? Est-ce que l'étranger ne commence pas là, en étant une partie de moi-même? Et parce que cette partie de moi-même, je ne l'ai pas intégrée, ou ma psychologie, ma psyché, ou ma conscience ne l'a pas intégrée, alors je vais faire rejeter tous ceux qui se comportent d'une manière qui ressemble à ce que je n'ai pas intégré en moi. Alors, oui. Ouais, excuse-moi, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, là, parce qu'en fait, je l'observe sur le corps des femmes de chez moi, puisque je travaille beaucoup avec les femmes. Et en fait, je suis obligée, je travaille avec elles pour qu'elles conscientisent et qu'elles acceptent leur corps parce qu'elles ne réalisent pas, en fait, qu'elles ont un corps. En fait, c'est en travaillant sur ça qu'elles arrivent à mettre leur corps dans le temps et dans l'espace et à savoir qu'elles existent. Autrement, en fait, elles sont dans un automatisme quotidien
C'est Et ça. elles n'arrivent pas, et donc leur corps ne leur appartient pas. Le corps appartient à la société. Il est Et soumis, Il est soumis. C'est ça. mais il peut être soumis, on peut soumettre son corps soi-même. On n'a Oui. pas besoin du bourreau Mhm. d'en face C'est ça. ou de la punition ou de celui qui fouette. Et d'ailleurs, Mais- souvent, si on est fouetté, c'est parce qu'on n'a pas trouvé. Et si on n'a pas trouvé, c'est peut-être parce qu'on a été fouetté, donc c'est très, très compliqué. Mais on ne trouve pas toujours la connexion avec soi-même qui fait que l'autre, on arrive à le considérer comme proche et non pas étrange et Oui. étranger. C'est toujours ce même truc. Et moi j'avais vu, je ne sais pas si vous aviez vu, c'était passé sur Arte. Sur le moment, j'ai trouvé ça complètement inintéressant. Des expériences faites du côté des neurosciences par rapport justement à ce qui est proche de soi et ce qui n'est pas. C'est-à-dire que on mettait des électrodes sur la tête de ces cobayes-là, des personnes qui acceptaient de se soumettre à l'expérience, et on les piquait avec une épingle, sur la main par exemple. Et on voyait telle zone du cerveau réagir. Ensuite, alors je vais très vite parce qu'il y a des différentes parties du corps, on piquait la main, on leur montrait une main piquée de la même couleur que leur propre main. Et la réaction était moins forte, parce que ce n'était pas leur propre main, mais c'est la même. Et progressivement jusqu'à piquer une main qui n'était pas de la même couleur. Et là, la réaction est devenue de plus en plus faible. Et plus... Alors, je crois qu'il y avait des repères familiaux, c'est-à-dire que on donnait à voir la piqûre de quelqu'un dont on pouvait penser que c'était le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère, jusqu'à être d'un clan différent, d'une famille différente, voire d'une culture différente, d'un pays différent, et une main qui vraiment était d'une autre couleur. Et on voyait qu'on était touchés, enfin les cobayes étaient touchés différemment. Ce n'est pas une expérience psychologique, c'est vraiment les zones du cerveau qui réagissaient à une douleur, par empathie, d'abord à la propre douleur de sa propre main, puis en décalage. Et c'est extrêmement intéressant parce que même parfois des parties de nous-mêmes peuvent être anesthésiées plus ou moins, l'empathie vis-à-vis de l'autre se faire plus ou moins. Il y a des gens qui se flattent eux-mêmes d'être dans cette absence de compassion et cette indifférence. Moi je me souviens, je ne citerai pas son nom parce que ça a changé ma vie quelque part d'une expérience en Italie. J'étais à Madagascar parce que j'ai beaucoup travaillé dans différents pays, dans différentes cultures pour créer des danses en résonance avec des rythmes, des choses que je découvrais. Donc j'étais à Madagascar et Madagascar, à Tananarive. Et c'est une ville, je ne sais pas si vous y êtes allé, quand même assez pauvre. Et donc j'étais avec le directeur de l'Alliance française, du centre Albert Camus, qui est aussi le centre culturel. Non, personne ici est allé avec moi. Parfois, dans l'équipe, il y a des gens qui voyagent avec moi. Et donc, je ne sais pas s'il était attaché culturel, enfin, le directeur de l'Alliance française, du centre Albert Camus, je pense attaché culturel, avait une grosse voiture, comme souvent les gens, les expats, comme on dit, hein, les expatriés, ceux qui font partie du corps diplomatique. Et il met France Musique, et voilà qu'on traverse des tas de quartiers, on voyait les enfants, ils sont près des pouces, hein, on voyait quand même une certaine détresse. Ensuite, il faut toujours se dire que l'esprit humain est tellement élastique et plastique que ce qu'on considère parfois comme une détresse, il y a des liens qui se créent, je pense au bidonville en Inde par exemple, où l'organisation est très bien gérée d'une certaine façon, mais enfin, on sent quand même la détresse quand on passe avec sa grosse voiture et qu'on écoute François. Et ce directeur de son culturel français, chez culturel, me dit ça, c'est tout pour moi. Passer comme ça et même plus voir. Et voir écouter de la musique classique. J'ai vraiment failli casser les vitres de la voiture. Ça me reste vraiment gravé. Je me suis dit, je sors de cette voiture. Je ne poursuis pas ma mission, parce que c'est lui qui m'avait invité. Ensuite, il a fallu que je passe par des phases d'adaptation en me disant, est-ce que ce que j'apporte là, vraiment, vaut la peine d'être abandonné, parce que ce bonhomme pense qu'il sent comme ça. Il en avait fait un art de vivre, de ne plus
être dans la compassion, de ne plus être dans l'empathie. Donc cette question-là du corps aliéné que je pose dans ce festival, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'alien, l'étranger, le fait d'être quasiment dans des mondes parallèles, parce que les oiseaux volent, on ne sait pas trop dans quel monde ils sont par rapport à nous, mais en fait humain, on est aussi dans des mondes parallèles, on peut ne pas voir. Cette question-là, je la trouve extrêmement intéressante. Jusqu'à quel point on est connecté, jusqu'à quel point la survie ne passe pas par justement refuser la compassion, ben, toutes ces questions sont dans la thématique abordée. Je suis très très heureuse que Muriel soit là, qu'elle ait écrit ce livre, que nous puissions en parler ce soir. Mais revenez dans d'autres manifestations, entre autres peut-être le 27 octobre au cinéma Le Luxe à Caen, où nous projetons des films de deux chorégraphes, un chorégraphe américain qui s'appelle Mosh Cunningham et une chorégraphe française qui s'appelle Marie Marin. On continuera à parler de cette thématique, mais cette fois-là, par rapport à l'abstraction dans la danse. La question peut se déplacer sur le plan esthétique. Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup l'art occidental du XXe siècle qui devient abstrait et conceptuel? Qu'est-ce qu'il expulse? Qu'est-ce qu'il rejette? Et de quelle froideur peut-être, tout d'un coup, il se charge. Et j'ai été à un moment très séduite par l'œuvre de Marx, parce que je pense que les questions, et certaines questions qui n'ont pas, à ma connaissance, encore été traitées quant à l'exploitation de l'homme par l'homme, avec des propositions, une alternative aux problèmes économiques justement liés à ce que Marx appelait la plus-value. Et dans le début d'un ouvrage qui s'appelle L'idéologie allemande, qui est ce qu'on appelle les ouvrages de jeunesse de Marx, il parle justement de ça, des eaux glacées du calcul égoïste qui auraient recouvert la ferveur chevaleresque. Il y a trois expressions qu'on peut tout de suite. Mais voilà, cette question de l'abstraction dans l'art, l'art conceptuel, ce que le XXe siècle, qui est censé avoir été quand même un siècle très conceptuel, avoir inventé les machines à tuer les animaux en série après avoir inventé les machines à tuer les êtres humains en série. Et aujourd'hui, on tue à distance avec des drones, on ne voit même pas. On appuie sur le bouton et l'assassinat. Il y a des assassinats commandités par tous les gouvernements dans le monde aujourd'hui. Ne touche pas. Ça crée d'autres, apparemment, il y a des névroses de guerre, vous savez, après la guerre, mais là maintenant, il y a des névroses de ceux qui appuient sur le bouton encore différentes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a basculé dans le côté étranger à soi-même, de notre propre sensibilité, que l'art, peut-être l'art contemporain avait percuté. J'en sais rien, je ne critique pas, je pose des questions. Il faut être ouvert à toutes les nouvelles formes d'expression. Mais voilà, chaque culture propose une vision du monde et des idéologies qui valent la peine d'être auscultées et pensées. Il faut garder toujours. En tout cas, Muriel est une merveilleuse penseuse, mais aussi une penseuse, une écrivaine et une militante. Et ça, c'est extraordinaire. Bravo. Voilà, merci Gaëlle. Bravo Muriel. Revenez souvent. Alors cette pièce, vous l'avez déjà vue. Donc le week-end prochain, c'est la même. Le 27 octobre, le cinéma Le Luxe à Caen. Le 29 aussi, vous avez entendu une musique de Rameau, Jean-Philippe Rameau, extraite des Indes galantes qui s'appelle La danse des sauvages, c'est un clin d'œil. Et bien le 29 octobre, il y a aussi, dans le cadre du festival, la diffusion au cinéma Le Luxe du spectacle qui a été tourné à l'Opéra de Paris récemment. Il y a eu une mise en scène des Indes galantes avec beaucoup de ce qu'on appelle des jeunes des quartiers, des banlieues, qui ont envahi le plateau de l'opéra et qui ont participé à cet opéra. Parole des Indes galantes, ce sera projeté le 29 octobre au Luxe. Le 27, la soirée communale Marie-Marin. Le week-end du 30-31 octobre, le 1er novembre, des tas de performances et débats justement avec des attachés culturels, des philosophes, Jacques Attali, des tas de gens qui vont parler du rapport au corps, quand il est libre ou quand il ne l'est pas. Voilà. Bah, dites aux
à vos copains et vos copines de venir parce que c'est un peu rare ici, mais je pense que le Covid a joué un rôle terrible. C'est un peu rare de jouer devant un gradin aussi. Mais très riche en sensibilité, en vibration. C'est pas habitué parce qu'il y a on était toutes les deux. Oui, mais les restitutions de résidence. Oui. Mais par contre, en général, nos spectacles, au début d'un festival, c'est plus rare. Je pense que demain, il y aura plus de monde parce que c'est la journée et que les gens commencent à intégrer presque le réflexe du couvre-feu. J'ai remarqué ça. Ok. Alors, je ne sais pas s'il va venir à Caen, c'est en débat. Mais c'est vrai que c'est une période bizarre où les gens sortent pas. Pourtant, il faut sortir, c'est le moment bien protégé, parce que quand même, c'est le moment de lutter contre la déprime. Mais pour qu'ils sortent, il faudrait instaurer le couvre-feu parce qu'on aime l'interdit, braver l'interdit. C'est ça. Oui, c'est ça. Et si vous avez des amis, dites-leur de venir à la pièce et venir vous couper le miel demain et On peut voir vos... Bien sûr, bien sûr. Ah oui, il faut faire circuler le livre.